Bonjour et bienvenue dans cette émission SPAR TV. Au nom du CAMR, donc Comité Analyse et Maîtrise du Risque, nous proposons avec Julien une session consacrée à la gestion des risques, les nouveaux enjeux. Julien, je crois, a un petit problème de son, mais je vous propose qu'on continue et il nous rejoindra en cours de route. Donc nous allons vous aborder en fait 3 sujets d'actualité qui sont vraiment très précieux pour nous. Donc la téléconsultation, la cybersécurité et les facteurs organisationnels et humains. Voilà, donc je vous propose de commencer avec Estelle Moreau. Julien, je crois que tu as récupéré ton micro, donc je te laisse la parole. C'est bon, merci Antonia d'avoir géré cette crise. Donc en effet, on va commencer avec Estelle Moreau, qui est anesthésiste réanimateur au CHU de Nîmes. Et donc merci beaucoup Estelle d'être avec nous pour nous parler de la téléconsultation. Quelle place dans ma pratique? Merci Julien, merci Antonia, bonjour à tous. Effectivement, on va essayer de s'attacher aujourd'hui à une partie très pratico-pratique de cette téléconsultation dont on parle beaucoup depuis la crise Covid. Donc, alors, excusez-moi, j'arrive à passer mes diapos. Voilà, c'est bon. Vous me déclarez peut-être un petit lien d'intérêt, pas concernant la téléconsultation, mais plus largement sur la santé numérique. Et Julien, je suis sûre que tu allais me demander si finalement la téléconsultation, c'était quelque chose qui était assez récent, qui était arrivé avec le Covid. Eh bien non. La téléconsultation, elle est en réalité inscrite dans le Code de la santé publique depuis la loi hôpital, santé, patient, territoire, vous vous souvenez, 2009-2010. Et effectivement, depuis 2010, sont définis ces différents pans de la télémédecine que sont la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et même la régulation médicale qui était un élément de la télémédecine. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas tellement entendu parler dans notre spécialité jusqu'à la crise Covid. Il faut savoir que c'était quelque chose d'expérimental. Certains la connaissaient parce qu'en fait, il y avait ces téléconsultations dans les centres pénitentiaires et on y a participé effectivement avec les détenus. Mais d'une façon globale, il n'y avait pas de cotation, il n'y avait pas de code sécurité sociale qui permettait de rembourser des téléconsultations. C'est finalement qu'en 2018 qu'est apparu ce code TC pour les médecins généralistes qui effectivement classifie la téléconsultation et permet un remboursement de cette téléconsultation par les médecins y ayant accès. Pour l'anesthésie-réanimation, ce qui est sorti dans l'avenant 6, c'est vrai, ne correspondait pas vraiment à nos pratiques puisqu'il y avait une vraie notion de déjà-vu et nous, c'est rare qu'on ait déjà vu les patients. Donc c'est finalement qu'en 2021 et après le Covid que cette téléconsultation s'est largement répandue dans nos pratiques avec la possibilité de la coter quand on l'effectue. Alors, on tient à rappeler qu'à aucun moment, ça n'exclut du cadre réglementaire de la consultation préanesthésique qui remonte à 94, 98 pour la consultation préanesthésique obstétricale et que bien sûr, ce qui est attendu pour une téléconsultation vient s'additionner à ce qui était déjà attendu pour une consultation préanesthésique. Alors, quels avantages on peut attendre de la consultation, de la téléconsultation? Alors sur la téléconsultation, ce qui a été très mis en avant, en particulier dans un terrain plus large que celui de l'anesthésie, sur la médecine de premier recours, c'est le bénéfice pour le patient. Donc si on s'attache aux bénéfices en anesthésie et réanimation, on va retrouver aussi un bénéfice patient. Effectivement, les quelques articles parus sur le sujet mettent en avant le confort pour le patient d'être chez lui, le temps d'attente qui peut être moins long mais qui est surtout plus confortable, l'absence de déplacement et quelquefois effectivement la non-nécessité d'un accompagnateur. On sait que sur les sujets âgés, très souvent, leurs accompagnants, leurs enfants souvent, doivent prendre une journée de congé pour accompagner les parents vers une consultation. Bien sûr, on y retrouve une économie en transport en termes de coûts de transport, mais également en coûts écologiques sur l'impact carbone, également une économie en temps de travail et l'accompagnant, on vient d'en parler. Il est plus difficile de recueillir la satisfaction des médecins puisque ça a moins été souvent recueilli dans les différentes études publiées. Néanmoins, ceux qui l'ont fait ont, sur ces médecins, montré une certaine confiance dans le parcours. Donc, il y a quand même une adhésion chez les médecins pratiquant la téléconsultation. Alors, bien sûr, il y a un gros biais parce que c'est ceux qui le font, qui ont confiance dans le parcours. On ne sait pas ce qu'il en est de ceux qui ne la pratiquent pas. Et puis, une analyse un petit peu plus récente. Je vais vous présenter qu'une étude sur ce petit moment qu'on a ensemble et ce sera cette étude a montré effectivement un moindre absentéisme à la consultation. Vous savez, ce problème très actuel des lapins, des patients qui ne viennent pas en consultation en général et en anesthésie en particulier.
Et cette étude que je voulais partager avec vous, elle est très récente, elle date d'octobre 2022. Elle se passe à Dublin, dans un hôpital mère-enfant, avec un grand nombre d'accouchements, comme vous pouvez le voir, 7700, et puis des actes de gynéco et d'obstétrique chirurgicale. 95% de consultations pré-anesthésiques, donc très ressemblant à ce qu'on peut voir en France, contrairement aux pays outre-Atlantique qui, vous le savez, ne pratiquent pas de façon systématique la consultation pré-anesthésique. Un gros pool de consultants, d'internes, et ils ont déployé, comme beaucoup d'entre nous, ce service de téléconsultation au moment du Covid. Et donc la publication nous fait un retour à la fois sur leur méthode et sur leurs chiffres sur une période de 9 mois. Donc on voit vraiment comment ils se sont accoutumés à ce changement de pratique. Donc comme nous, au moment du Covid, ils ont switché à 100% sur de la consultation qu'on appelle téléconsultation, même si au départ, pour eux, elle était uniquement par téléphone. Et puis, petit à petit, ils ont fait des brainstorming, ils ont commencé à rédiger des supports pour les patients, des supports pour les médecins, à but de formation, jusqu'à obtenir un état un petit peu d'équilibre. Et ils ont fait une évaluation finale sur les derniers mois de la période d'étude. Donc, ce qu'on voit déjà qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que finalement, sur ces 2800 patients qui sont étudiés, ils sont à un taux stable de 50% de consultation en présentiel et 50% en distanciel. Donc, on peut déjà faire un petit peu des projections en sachant, attention, il y a probablement un biais sur leur population qui est des femmes plutôt jeunes sur la population obstétricale et sur la population gynécologique en général, des sujets en assez bonne santé. Ils ont amélioré leur temps de consultation de par les différents éléments qu'ils ont pu incrémenter. Ils n'ont pas eu de modification du taux d'annulation de chirurgie qui est très bas et c'est eux qui rapportent effectivement 40% de moins d'absentéisme à la consultation. Quand ils ont interrogé les patientes étaient très, très satisfaites de ces modalités d'échange avec l'anesthésiste réanimateur et les médecins anesthésistes réanimateurs de l'équipe étaient convaincus de la place que s'était faite la téléconsultation aux côtés de la consultation en présentiel. Donc je trouve que la période d'étude de 9 mois est assez intéressante pour nous pour essayer de faire un petit peu effectivement des projections. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Après ces points positifs, peut-être on passe aux points négatifs. Donc effectivement, il y a potentiellement des inconvénients, voire des difficultés à déployer la téléconsultation. Déjà, il y a toute une partie de la population qui est en zone blanche. Il y a la problématique de l'électronisme, donc de la fracture numérique. Et puis quand même, il faut dire que les études publiées rapportent pour un pourcentage variable mais non négligeable des problèmes techniques pendant la téléconsultation, 5 à 20%. Donc des problèmes de déconnexion et des problèmes de son. Beaucoup de problèmes de son, c'est ce qui est difficile à maintenir quelquefois le temps d'une téléconsultation. Le risque, et il faut y être préparé, c'est de devoir reconvoquer le patient. Ça arrive sur les études rapportées, mais on n'a pas des grandes banques de données, 0 à 2% de nécessité de reconvoquer le patient. Le risque d'annuler l'intervention à l'arrivée du patient parce que l'évaluation n'était pas suffisante. Pour l'instant, ça sort non significatif dans toutes les études qui ont été réalisées. Et enfin, la confiance qu'on peut accorder à l'examen clinique ou au renseignement qu'a pu nous donner le patient. Donc ça demande vraiment une organisation à rôder, mais on va y revenir. Et surtout, je pense qu'il faut insister là-dessus, si vous réfléchissez à mettre en place ce type de filière dans vos établissements, c'est la pression sur la VPA, je dirais. C'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de choses qui n'ont pas été réalisées en consultation devront être faites au moment de la visite pré-anesthésique et on sait que c'est quelquefois un peu notre point faible dans nos organisations. La VPA, donc cette visite pré-anesthésique, vous voyez qu'elle figure sur ce document que vous retrouverez sur le site de l'ASFAR, qui est justement une aide à déployer une filière de téléconsultation dans vos établissements. Vous voyez qu'elle tient une part importante en bas à droite, où vraiment on vous propose de travailler avec une sorte de checklist, c'est-à-dire en téléconsultation, on note ce qu'on n'a pas pu réaliser et qui sera checké au moment de la VPA. Donc ces points de vigilance peuvent aller d'un complément sur une ordonnance qu'on n'avait pas bien pu lire à distance jusqu'à un examen clinique qui n'a pas pu être réalisé. Alors Estelle, quels sont les impératifs? Oui, voilà, excusez-moi. Je t'en prie. Excuse-moi, Julien, je t'avais perdu. Effectivement, on se rejoint, il y a des impératifs.
Il y a des impératifs. Il faut utiliser un système de visioconférence. Hein. C'est une téléconsultation, ce n'est pas une consultation téléphonique et ça fait partie des impératifs. Il faut être capable de disposer des données médicales du patient dont on a besoin au moment de la prise en charge en téléconsultation. Il faut savoir que tout ce qui va être échange entre le patient, donc envoi de compte rendu d'examen ou d'ordonnance, doit être fait selon des flux sécurisés, donc ce qu'on appelle HDS, hein, hébergeur de données de santé, avec un point de vigilance auquel on pense moins, nous anesthésistes, parce que c'est généralement fait à l'entrée à l'hôpital ou au secrétariat, c'est la vigilance sur l'identité. Hein, on se retrouve avec quelqu'un qui se branche sur la visioconférence et il n'y a eu aucun check avant de l'identité de cette personne qui se branche et ça repose donc sur nous, de même que la traçabilité du consentement. Donc ces quelques impératifs ont été bien mis en avant par les différentes publications de l'ASFAR. Vous le retrouverez également dans l'édito qui lui est dédié dans Anesthésie Réanimation et sur le site internet, bien sûr, dans le petit chapitre du comité d'analyse et de maîtrise du risque de l'ASFAR. Alors Estelle, quelles adaptations seraient nécessaires pour l'examen clinique? Eh oui, tu as raison, Julien. Ça change un peu l'examen clinique à distance, c'est pas notre habitude. Donc, effectivement, examiner un patient à distance, ça peut paraître complètement antinomique. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire, il y en a certaines qu'on pourra faire. On vous a proposé sur cette diapo qui correspond également à un support que vous retrouverez sur le site de l'ASFAR, quelques adaptations possibles de l'examen clinique. L'examen du pharynx et l'évaluation du mal à l'empathie se fait assez facilement en demandant au patient d'ouvrir la bouche et de mettre la torche de son téléphone devant, ou alors de se placer devant la fenêtre avec l'écran de téléconsultation devant lui et d'ouvrir grand la bouche, la lumière du jour permettant bien de visualiser le pharynx. L'ouverture de bouche peut être auto-évaluée par le patient en lui expliquant effectivement comment servir de ses 3 doigts, le tour de cou également, ainsi que pour évaluer la distance thyromentonnière, s'il peut indiquer la pomme d'Adam avec son doigt, ça permet la tête en arrière de se faire une idée de la capacité d'extension du cou d'une part et de cette distance thyromentonnière. Donc, au niveau des consultations obstétricales, on retrouve aussi la possibilité d'évaluer la souplesse du rachis par la distance main-sol ou par l'autopalpation des épineuses par la patiente. Avec toujours cette torche du téléphone, on peut évaluer le capital veineux des patients qui en ont un. Quand il n'y en a pas ou pas beaucoup, on ne peut pas définir à ce moment-là. Et puis, bien sûr, maintenant, au niveau des prises de constance, beaucoup de patients ont des appareils d'automesure à domicile. Donc, c'est vrai que c'est une grande aide, mais il y a encore certaines catégories de patients, en général ceux qui vont le mieux, qui n'ont pas ces éléments d'automesure à la maison. La possibilité, par contre, d'avoir une prise de constante par un soignant de proximité ou alors par un passage à la pharmacie. C'est assez facile de contrôler ces constantes à la pharmacie. Dans l'avenir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de logiciels qui se déploient et vous voyez par exemple ici l'un des exemples, la plétismographie qui permet via une visio de pouvoir avoir la fréquence cardiaque et la saturation d'un patient. Donc effectivement, c'est encore de l'ordre de la recherche, mais on imagine tout ce qu'on pourra obtenir. En tout cas, pour l'instant, l'élément manquant, quand le patient est seul à sa maison, c'est l'auscultation cardio-pulmonaire. Si c'est une téléconsultation accompagnée, donc avec un personnel de santé, ça peut s'envisager en délégation, mais par contre, si le patient est seul, il est clair qu'on n'a pas d'auscultation cardio-pulmonaire et que cela doit faire partie de la checklist que l'on pourra mettre pour la VPA. Hop, pardon. Alors Estelle, la question qui suit, c'est ça. Oui, tu allais peut-être y répondre, c'est est-ce que la téléconsultation est adaptée à tous les patients ou est-ce qu'il faut choisir les patients les plus éligibles à la téléconsultation? Oui, c'est une vraie question qui se pose en France, hein, où on se dit, mais alors quel patient on envoie vers la téléconsultation? Finalement, si on prend un petit peu plus de recul et qu'on regarde par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, on va voir que finalement on a 2 attitudes assez différentes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, comme ils font pas de consultation préopératoire, ils utilisent la téléconsultation pour les patients les plus sévères, ce qui leur permet de voir ces patients avant une intervention, les autres n'étant pas vus. Nous, comme du côté européen, on fait des consultations
consultation pour tous les patients avant une chirurgie, alors c'est vrai qu'on réduit finalement le champ aux patients les plus simples, ayant une chirurgie la plus légère. Donc, vous voyez, deux écoles complètement différentes. Donc, finalement, si on devait ensemble réfléchir à sa filière de soins, comment on organiserait l'orientation de patients de façon à la fois prudente, on est quand même européen, on aime bien anticiper les problèmes, dans la téléconsultation, comment on orienterait nos patients? Déjà, il y a des prérequis techniques. Il faut que le patient ait accès à un réseau suffisant, qu'il ait un matériel qui soit adéquat. Ensuite, se poser la question peut-être que est-ce que le patient vient au sein de l'établissement de santé? Est-ce qu'on peut grouper ces consultations sur un seul séjour? Est-ce qu'il y a plusieurs choses à faire en même temps que le patient vient? Est-ce que dans l'équipe, on estime qu'il y a des indications ou des contre-indications médicales à une téléconsultation? C'est vraiment une discussion d'équipe, il n'y a pas de recommandation là-dessus. Est-ce qu'on pense également que ce patient peut avoir besoin d'un examen physique spécifique ou d'une prise de paramètres spécifique et qu'on ne pourra pas faire à distance? Auquel cas, c'est pareil, c'est une contre-indication à la téléconsultation. Enfin, ne pas oublier le souhait du patient. Est-ce que le patient a plus de confiance à venir voir un médecin ou est-ce que pour lui, être à distance lui apporte plus de confort? Et enfin, la possibilité pour moduler tout ça d'un accompagnement par un aidant ou un professionnel de santé lors de sa téléconsultation. En effet, pour des patients très peu mobiles, il est prévu dans les textes qu'une infirmière puisse venir au domicile d'un patient pour l'accompagner dans une téléconsultation, prendre les examens, les constantes que le médecin pourrait lui indiquer et ainsi éviter à un patient peu mobile de se déplacer si effectivement l'équipe d'Aval est d'accord pour ce type d'échange. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qu'il faut... l'arborescence est un petit peu complexe à faire et c'est vrai qu'avoir une assistante pour gérer cet amont de la téléconsultation est vraiment un plus et c'est ce que les Américains ont mis en place, effectivement, pour leur téléconsultation de façon systématique. Est-ce que tu aurais, Estelle, des algorithmes à nous proposer pour l'orientation et puis peut-être quelques trucs pour une téléconsultation réussie? Alors, les algorithmes, vous voyez, je vous partage ceux de l'équipe de Dublin, les fameux, qui sont finalement très simplexes. Ils ont fait une dichotomie finalement autour du type de chirurgie, le fait d'avoir ou pas une maladie chronique, d'avoir des médicaments qui seraient quelque part rédhibitoires. Ils font venir également les BMI supérieurs à 40 et les âges supérieurs à 65. Donc c'est vraiment un tri qu'on pourrait dire à grosse maille, mais en tout cas qui fonctionne depuis 9 mois dans leur établissement. À nous de construire les nôtres dans nos établissements avec nos impératifs spécifiques, bien sûr. Ce qu'il faut aussi envisager, c'est l'information du patient et sa formation avant la consultation d'anesthésie, parce que c'est vrai que s'il a rassemblé tous ces documents autour de lui, la téléconsultation se fera beaucoup plus facilement. Et donc effectivement, Julien, tu me demandais s'il y avait des trucs et astuces. En guise de conclusion, je te dirais que pour une téléconsultation réussie, mais vous l'avez compris, tout se joue en amont. C'est-à-dire que si on a pu récupérer les questionnaires, les comptes rendus des spécialistes qui ont rencontré le patient, les bilans et l'ordonnance de traitement, et que tout ça est synthétisé au sein de votre dossier d'anesthésie avant de se connecter et de rencontrer ce patient en visio, ça simplifie grandement la consultation, ça laisse du temps à l'échange et c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous dire que vous retrouverez tous ces éléments qu'on a partagés assez rapidement tous ensemble dans les onglets du CAMR, du site de l'ASFAR et peut-être s'il y a une question, mais je crois que j'ai peut-être déjà dépassé le temps qui m'était imparti. Désolée Julien pour ça. Alors, c'est pas grave, je vais t'en poser une seule peut-être qui est importante, c'est est-ce qu'on a le droit de faire 100% de téléconsultation dans sa pratique? Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, ouais. Excusez-moi. Donc effectivement, si on regarde ne serait-ce que techniquement, l'équipe de Dublin, on a vu, faisait que 50% de téléconsultation après 9 mois de stabilisation. Ensuite, il y a effectivement un positionnement actuel, l'avenant 9 de la Sécurité sociale qui rembourse 20% du global de son activité en téléconsultation. Donc pour l'instant stricto sensu, la Sécurité sociale pourrait être amenée à ne rembourser que 20% d'activité en téléconsultation. Voilà, merci je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui. Si, c'est parfait. Merci beaucoup Estelle pour cette présentation. Et on peut rappeler que
sera consultable également sur le parcours Sphar Galaxy, un parcours dédié à la téléconsultation, dont le live de ce soir avec toute une série d'autres documents. Merci encore une fois Estelle. Et Antonia, je te passe la parole pour présenter notre orateur suivant. Merci Julien. Effectivement, on va passer à un autre sujet très très d'actualité qui est la cybersécurité, puisque c'est vraiment un élément à la fois d'actualité et nouveau défi pour les établissements de santé actuellement et donc pour l'anesthésiste réanimateur. Et donc on accueille Charles-Hervé Vacheron qui est médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Lyon et puis également membre du CAMR. Je te remercie Charles-Hervé. Merci Antonia. Oui, donc on m'a confié la mission de parler de la cybersécurité et pour l'instant c'est un sujet qui est quand même assez éloigné de nos préoccupations de soins en général. C'est pour ça que j'ai voulu un peu discuter avec vous de ce qui est de savoir quel était le vrai impact de ces cyberattaques. Vous pouvez voir qu'il y a un nombre de cyberattaques annuelles qui ne fait que grandir et qui évolue exponentiellement, ce qui inquiète beaucoup les tutelles, et notamment l'association Déclic met à jour quasi très régulièrement les cyberattaques qui arrivent sur les collectivités et les hôpitaux qui sont les petits points rouges sur la carte de France. Dans ce contexte, le ministère a décidé en fin 2022 de faire entre 2023 et 2027 la cybersécurité des établissements, notamment de santé, une priorité avec des task force et un projet qui devrait sortir vers la fin du mois de mars, donc dans les jours qui suivent. Je vais vous dire que c'est d'autant plus d'actualité que 3 minutes avant le début de ce live, nous avons reçu sur notre hôpital une alerte de cybersécurité pour nous dire qu'actuellement, on subissait une attaque par déni de service d'un groupe de cyberactivistes sur notre propre hôpital. Il faut dire à quel point c'est d'actualité et à quel point ça ne fait que s'accélérer. La question suivante qui se pose assez régulièrement, c'est quel est ce vrai impact de ces cyberattaques. Alors des fois c'est assez restreint, des patients qui ne peuvent plus avoir leur télé, leur téléphone, le Wi-Fi, ce genre de choses. Ça peut aller jusqu'à l'épisode de Villefranche-sur-Saône où un hôpital a été complètement paralysé par une cyberattaque. Et puis on peut même aller jusqu'à des décès dont la causalité stricte est strictement la cyberattaque, comme vous pouvez le voir sur le cas d'un bébé qui était en Allemagne, il me semble. C'est donc pour ça que vers bientôt, le ministère va lancer de grands plans d'action pour lutter contre les cyberattaques. Et la principale question qui va se poser par la suite, c'est comment est-ce que, au sein de nos institutions et à titre individuel, on peut lutter contre ces dérives. L'ANSSI, qui est l'Agence nationale des sécurités des systèmes d'information, publie régulièrement des textes sur ce sujet. Là, vous en avez un, par exemple, qui permet de discuter à terme au niveau des infrastructures, comment réussir à sécuriser nos systèmes informatiques. Mais aussi, à titre individuel, il publie une dizaine de mesures qui sont d'hygiène numérique pour que chaque personnel de santé ou de non-santé dans un système de soins puisse arriver à avoir de bonnes habitudes et limiter les cyberattaques qui peuvent en découler. Il y a autre chose sur laquelle on peut discuter, en fait, c'est une fois qu'on a prévenu, c'est la gestion de la crise et l'organisation des exercices de cyberattaque, c'est-à-dire que faire quand dans notre service on n'a plus accès aux dossiers patients, quand on n'a plus accès aux résultats de laboratoire. Dans un monde de santé qui est informatisé, les conséquences d'une crise, d'une cyberattaque et d'un blocage de l'informatique peuvent être dramatiques.
Un petit dernier mot, parce que j'ai été contacté par un collègue de la SFAR, qui s'appelle le docteur Parot, qui fait partie du collectif numérique en santé, et qui fait accessoirement partie de l'association Interop, qui vise à justement, qui vise à promouvoir la sécurité des systèmes d'information et la sécurité des données, notamment des données patients, et qui propose de manière très simple un gestionnaire de mots de passe, donc je vous ai mis le lien sur cette diaporama, et qui vous permettra d'avoir des mots de passe robustes pour chacun de vos comptes, que ce soit des comptes personnels ou des comptes professionnels, et sécurisés, puisque tout est open source dans cette association. Voilà, je vous remercie, et puis si vous avez des questions, Antonia ou Julien. Bah, moi, j'ai quelques petites questions parce que, enfin, merci beaucoup déjà pour toute cette présentation, mais en pratique, enfin, quelle est la place de l'anesthésiste réanimateur dans cette gestion de crise? Parce que c'est quand même hyper complexe. C'est très complexe. Il y a vraiment une place déjà en amont. C'est-à-dire arriver à avoir des protocoles qui soient clairs et qui soient efficients sur le terrain. En amont, les anesthésistes réanimateurs doivent probablement se concerter avec l'institution pour pouvoir faire des plans blancs en cas de cyberattaque et en cas de panne du réseau informatique. Et ensuite, en pratique, au moment de la crise et au moment de la vraie gestion de crise, je pense qu'on a toute notre spécificité en tant qu'anesthésiste réanimateur, de par notre vision d'ensemble, vision du bloc opératoire, vision de l'anesthésie, vision des soins critiques, qui sont des zones à très haut risque et à très grande importance pour les patients et la continuité des soins. Vision des urgences aussi, avec nos collègues urgentistes, on doit probablement s'impliquer là-dedans pour pouvoir arriver à minimiser les dégâts de ce type de cyberattaque. Je peux vous conseiller par exemple la formation directeur médical de crise qui est, je crois, à Paris-Sorbonne, qui permet justement de donner les outils à l'anesthésiste réanimateur dans ce type de situation pour gérer et limiter les dégâts que peuvent faire une panne du réseau informatique. Mais en tant que médecin anesthésiste, comment on va faire pour gérer l'activité du bloc opératoire quand on est en temps de cyberattaque, justement? Alors là, il y a un rétexte très intéressant de l'équipe de Villefranche qui est paru dans ANREA, c'était l'année dernière. Euh, Initialement, ils ont été confrontés à donc une panne du réseau informatique et des patients qui venaient à la fois en programmer et dans ce contexte, les praticiens ont fait le choix à un moment donné d'arrêter toute l'activité réglée, ce qui était, je pense, l'activité sage, de gérer les super urgences, les patients qui vont décéder dans les 3 à 6 heures, si on les opère pas, ils les ont pris en charge avec les moyens du bord. Et puis ensuite, progressivement, de réouvrir un petit peu les plannings opératoires avec des consultations qui pouvaient être faites avec la téléconsultation quand les systèmes ont remarché. Ça, c'est pour faire le lien avec, l'équipe, la présentation précédente. Euh, et surtout d'arriver à grader le niveau d'urgence. D'ailleurs, c'est une expertise qu'on commence à avoir avec notamment la gestion de la crise Covid et la gestion des blocs opératoires pendant le Covid. Oui, mais tout ça en anesthésie, ok, mais en réanimation, où tous les patients sont hyper connectés, comment fait-on? En réanimation, si jamais on est amené à avoir un blocage d'une panne informatique complète, là, il y a certains collègues qui sont encore aux prescriptions papier qui seront probablement moins impactés, mais la majorité en France des services de réanimation sont informatisés. Dans ce contexte, il faut probablement déjà trier les patients qui sont mutables vers des structures de soins qui ne sont pas atteintes. Et donc là, avoir un vrai partenariat avec le SAMU pour rapidement épurer les patients des services de réanimation. Pour les patients les plus graves, les patients qui ne sont pas mutables, les patients qui doivent rester sur le site impérativement, et ben, toute l'organisation doit être mise en place pour pallier à ces défaillances système, c'est-à-dire la réimpression des bilans biologiques et adapter le circuit de soins pour que tout soit transmis, adapter notamment au niveau du personnel, majorer le personnel en réanimation, parce il va falloir pallier à toutes ces défaillances. Bah, merci beaucoup pour tous ces compléments d'information. Et c'est vrai que là, on se rend compte que tous les éléments de facteurs organisationnels sont essentiels. Et justement, ça fait
Transition pour la présentation que va nous faire Régis Fusier sur les facteurs organisationnels et facteurs humains, donc les nouvelles compétences à acquérir. Et donc, on va donc accueillir Régis Fusier, qui est médecin anesthésiste réanimateur à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, mais également membre du groupe Facteurs humains en santé et puis membre du comité analyse et maîtrise du risque de la SFAR. Donc, merci à toi, Régis, d'avoir accepté de nous faire cette présentation. Merci Antonia, bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, on va aborder une thématique qui prend de l'ampleur, qui concerne les facteurs organisationnels et humains. Et je me focaliserai, compte tenu du temps imparti, de parler de compétences non techniques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt majeur, si ce n'est avec les éditeurs Arnet, puisque je co-dirige avec le docteur François Jolin un ouvrage sur facteurs humains en santé qui devrait sortir, si tout va bien, au mois de juin 2023. Alors, on a au cours de notre formation acquis des compétences techniques, des bonnes compétences techniques qui permettent à chaque anesthésiste réanimateur de pouvoir au quotidien pratiquer son activité dans différents champs. J'ai pris l'exemple de la pose d'accès vasculaire, de techniques de locaux régionales, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. Là, par contre, où il faut être attentif, on est peut-être un peu moins formé, c'est que lorsqu'on pratique ces compétences, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Par exemple, est-ce qu'on est sûr d'avoir réglé les bons paramètres lorsque j'utilise un amplificateur de brillance? Est-ce que j'ai mis en place le monitoring adéquat de mon patient? Est-ce que c'est le bon patient, le bon côté? Et chose qui peut arriver, c'est dans mes différentes cupules, est-ce que je suis sûr d'avoir mis le produit tel que je suis censé utiliser? Et ces différents éléments peuvent conduire à un nombre d'erreurs et malheureusement, ces erreurs sont relativement fréquentes. Alors, je vous ai mis ce papier qui me semble intéressant de Viscusi, publié dans Regional Anesthesia and Pain Medicine en 2021, qui a colligé les cas rapportés dans la littérature. Donc, il a retrouvé à peu près 133 cas d'erreurs d'administration des médicaments et essentiellement, c'était des erreurs d'administration entre la voie péridurale et la voie intraveineuse. Des médicaments qui devaient être mis par voie intraveineuse qui basculent en voie péridurale et inversement. Et on se rend compte que les conséquences ne sont pas négligeables. Alors, moi qui travaille dans un centre anticancéreux, on voit par exemple que la vincristine, en cas de chimiothérapie, lorsqu'elle est administrée sur une voie d'administration autre que celle pour laquelle elle est censée être administrée, ça peut conduire à des effets indésirables sévères et, dans un nombre de cas, des décès. On a aussi dans cette revue de la littérature la même chose avec la bupivacaïne et aussi, je vais prendre l'exemple de l'hexacil, l'acide tranexamique, qui ont conduit à des décès. D'autres types d'erreurs au quotidien, c'est l'arrivée au bloc opératoire d'un patient qui a été avec une perfusion posée à l'envers. Il va de soi qu'à aucun moment, le professionnel de santé qui a pris en charge de ce patient n'a eu l'intention au départ de mettre la voie veineuse à l'envers. Et pourtant, l'erreur, elle existe. Récemment, on a eu au cours de l'administration d'une analgésie par PCEA, à la place d'administrer de la ropivacaïne sur le cathéter de péridurale thoracique, on a eu une confusion qui a amené à perfuser un antibiotique, en l'occurrence la ciprofloxacine. Donc, je pourrais y rester très longtemps sur ces différentes erreurs. Aujourd'hui, il est admis que si on veut améliorer la prise en charge de ces patients, il va falloir travailler sur des compétences autres que les compétences techniques. Et c'est en ce sens que les récentes recommandations de pratiques professionnelles qui ont été publiées en septembre 2022, conjointement par la SFAR et le groupe Facteurs Humains en Santé, ont mis en avant un certain nombre d'éléments pour essayer justement d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Et ça passe justement par l'implémentation de facteurs organisationnels et humains. Et parmi ces facteurs-là, une importance des compétences non techniques. Alors, par compétences non techniques, qu'est-ce qu'on entend? Il existe un groupe de travail composé de pilotes chez Air France et instructeurs et de chefs cabine qui ont proposé ce guide des comportements efficaces. À partir de l'expérience faite en aéronautique, ils proposent un certain nombre de mesures qui peuvent être appliquées dans des industries à risque, que ce soit le nucléaire, les plateformes pétrolières, que ce soit l'aérien, bien sûr, mais aussi la santé. Alors, parmi ces différentes compétences non techniques, il y a déjà la connaissance de soi.
On a aussi la notion de leadership, de travail en équipe. Là encore, compte tenu du temps imparti, je ne fais que les citer, je n'ai pas le temps de tous les détailler. Je vais peut-être insister un tout petit peu sur la communication, qui est un point extrêmement important. Il y a pas mal de données dans la littérature qui montrent que dans les plaintes aux États-Unis notamment, dans plus de 40% des cas, il y a des problèmes de communication au sein des équipes à l'origine des complications qui ont abouti à une plainte. Donc communiquer, ça s'apprend. Et on doit apprendre à communiquer. J'aime beaucoup ce schéma-là. Parfois, on peut, chacun d'un individu qui communique a raison, mais on n'arrive pas à se comprendre. Donc, ça demande une formation particulière pour être sûr que le message que j'essaie de faire passer à mon collègue, il soit entendu et compris. Parmi les autres compétences non techniques, on va pouvoir travailler sur la gestion de la charge de travail, avec la gestion du temps, les ressources disponibles. Également, la conscience de la situation, qui est un élément important. Il va falloir pouvoir apprendre à percevoir les informations, comprendre la situation et pouvoir anticiper l'évolution de la situation. Enfin, il y a la prise de décision. Tous les jours, on prend des décisions. Dans le domaine aérien, les pilotes utilisent des techniques particulières et en particulier le T4 deck. À chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre, que ce soit après un incident mineur et même majeur, il va y avoir la réalisation de ce T4 deck. On va partir du temps que l'on a pour régler la panne. Si c'est un feu réacteur ou une dépressurisation, forcément, on n'a pas les mêmes obligations que si c'est juste une alarme sur une pompe de pressurisation. Quels sont les faits? Quelles sont les options? Quels vont être les risques? Quelle est finalement la décision qui va être prise une fois qu'on a évoqué ces différents éléments? Comment on va l'exécuter? Et surtout, comment on va contrôler et s'assurer du bon déroulement de la décision? On a bien compris un peu tous ces éléments de compétences non techniques, mais en pratique, est-ce qu'il y a des outils? Comment fait-on? Alors, c'est une bonne question. En fait, on va revenir sur des choses que l'on connaît plus ou moins. En particulier, on va s'appuyer sur des outils qui sont mis à notre disposition. Je rappelle l'importance de la checklist. On connaît tous la checklist qui a été implémentée il y a plus de 10 ans maintenant au bloc opératoire. Il faut comprendre que ces checklists, elles ont un sens que si elles sont correctement utilisées. Malheureusement, souvent, elles ont été présentées comme une contrainte administrative. Si demain, je vous amène faire un tour d'avion, il serait inconcevable que je puisse réaliser la checklist après atterrissage ou après mise en route des moteurs ou avant décollage, une fois qu'on a atterri et qu'on est arrivé au parking de l'aéroport. Donc, ça veut dire que ces checklists, on doit apprendre à les utiliser et lorsqu'elles sont utilisées correctement, elles peuvent diminuer la mortalité et la morbidité. J'en veux pour preuve ce travail publié récemment dans le British Journal of Anesthesia. C'est l'équipe donc de François Jolin, Thomas Lopez et Frédéric Martin qui ont implémenté une checklist pour la transmission des informations lors du lors du transfert des patients de la salle d'opération en salle de surveillance post-interventionnelle. Et en utilisant systématiquement cette checklist, ils ont montré une diminution de façon significative de la survenue d'événements, notamment d'événements hypoxiques chez les patients. Donc, véritable impact en termes de morbidité du patient. On a bien entendu d'autres éléments comme les aides cognitives. Elles sont régulièrement mises à jour par les membres du comité d'analyse et maîtrise des risques. Ce sont des aides qui doivent être utilisées rapidement lorsque survient un événement afin de pouvoir justement amener un certain nombre d'aides qui évitent en période de stress des erreurs liées à l'oubli d'une tâche ou des erreurs de calcul. Donc, une personne prend la checklist et va la lire à haute voix et tout le monde on va pouvoir suivre élément par élément et ce qui limite les conséquences de l'oubli, notamment d'une tâche. Il existe d'autres, nous on a par exemple dans notre institut des outils de fiabilisation de la communication et on remet aux professionnels de santé, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, ces outils en les encourageant à utiliser ces outils qui peuvent être donc soit avant de réaliser une action, pendant l'action ou après l'action. En termes de
communication, j'ai insisté tout à l'heure sur l'importance de la communication, il va falloir mettre en place des procédures qui vont permettre de sécuriser la communication. Dans le domaine de l'aéronautique, on utilise ce qu'on appelle le collationnement ou communication sécurisée. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce schéma que l'on a appris où si au bloc opératoire, on me dit de faire 1 g de perfalgan, 100 mg de profénide et 20 mg d'acupant, je vais répondre OK, d'accord. OK, d'accord, ce n'est pas acceptable, notamment dans le domaine de l'aéronautique. Et pour sécuriser la communication, je vais apprendre à répéter l'information pour être sûr que j'ai bien compris. Et l'émetteur, celui qui me donne l'ordre, va s'assurer que j'ai bien compris le message et que c'est bien exactement ce qu'il attendait que je puisse faire. On va utiliser aussi la vérification croisée. Ça, c'est une habitude que l'on a chez nous. Lorsqu'une personne est en stérile et l'on doit verser sur sa table un produit dans une cupule ou dans une seringue, systématiquement, la personne qui va verser la cupule sur la flapule, le contenu de la flapule dans une cupule, va énoncer à haute voix ce que c'est, et la personne qui est en stérile va, en lisant et en pointant, vérifier et confirmer que c'est le bon produit. Sur les 18 derniers mois, cette technique m'a permis, à titre personnel, à 2 reprises, d'éviter d'injecter du sérum de l'eau pour préparation injectable à la place du sérum physiologique. On m'avait annoncé sérum physiologique alors que c'était vraiment de l'eau pour préparation injectable. Enfin, on va pouvoir utiliser des flots. Alors, il en existe plein d'autres, je n'ai pas le temps de tous les détailler, mais pour illustrer, les flots, ce sont des circuits que l'on va faire systématiquement lors des phases clés. Par exemple, après intubation du patient, sur la gauche, vous avez un circuit visuel où vous partez de la sonde d'intubation du masque laryngé et vous remontez le long des circuits pour s'assurer des bonnes connectiques jusqu'au respirateur et on termine par le réglage des alarmes du respirateur. Dans notre institut, avec notamment le docteur Philippe Izard que vous voyez sur l'image à droite, qui est pilote comme moi, on utilise régulièrement le flow après intubation, c'est-à-dire qu'on a un circuit visuel et on pointe avec le doigt en annonçant à haute voix saturation, CO2, anesthésie, tension. Si ces 4 paramètres sont dans les normes, on sait que dans les 10 minutes qui vont suivre, il ne va pas se passer grand-chose sur le plan de l'anesthésie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la performance d'un médecin anesthésiste, mais c'est valable quel que soit d'ailleurs, pas propre à l'anesthésie, ne se limite pas à ses compétences techniques. Aujourd'hui, la performance dépend d'un certain nombre d'éléments, qu'ils soient individuels ou organisationnels. Suivant l'état physiologique, suivant mon état, les problèmes qu'on peut avoir à l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital, ma performance ne va pas être la même. De la même façon, ma surcharge de travail, si je suis fatigué, quelles sont les organisations qui sont prévues peuvent entraîner des pertes et en tout cas une baisse de la performance au quotidien. Et donc, on voit très bien l'importance de ces facteurs organisationnels et humains pour améliorer la performance à la fois individuelle, mais aussi collective. Il faut entendre par là que si je travaille dans un environnement serein où je sais qu'il y a un environnement favorable, je vais diminuer mon niveau de stress, je vais améliorer ma qualité de vie au travail, ce qui est un élément aussi important à prendre en compte. Il y avait une autre question, Antonia? Oui. Justement, je pense qu'avec tout ce que tu nous as montré, il doit bien y avoir des formations, puisque on peut pas, ça ne vient pas comme ça de manière forcément innée. Donc, y a-t-il des formations pour s'améliorer tout ce qui est autour facteurs humains et compétences non techniques? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que depuis, on va dire 10-15 ans, la simulation médicale s'est grandement développée dans le domaine de la santé et c'est très, très bien de voir arriver ça. Et aujourd'hui, dans quasiment tous les scénarios qui peuvent être utilisés pour développer, acquérir des compétences techniques, les compétences non techniques sont associées. Donc ça, c'est un point positif. Alors, parmi les formations, je vais citer il y a beaucoup de formations qui existent dans l'Hexagone. Étant membre du comité d'analyse et maîtrise des risques, je vais parler de la journée de simulation qui a lieu chaque année. La prochaine aura lieu normalement en novembre.
je me suis laissé entendre dire que ce serait le 20 novembre, qui va permettre justement de travailler sur ces différentes compétences. À titre aussi de façon un peu plus générale, on a mis en place au sein de l'Institut une formation pour pour découvrir de façon générale les compétences non techniques. Pour amener les gens à travailler sur les compétences non techniques, en fait, on prend des professionnels de santé que vous avez sur la photo à droite, médicaux, paramédicaux, et on les met dans un environnement où aucune de ces personnes ne possède de compétences techniques, à savoir piloter un Airbus 320. C'est une formation qu'on fait sur une journée, avec une partie théorique le matin et des accès au simulateur l'après-midi. Et seule la mise en place de compétences non techniques dont on a parlé le matin va permettre à cet équipage de mener à bien cette mission. Et ils se rendent compte que même avec zéro compétence, on est capable de faire des choses ensemble, choses qu'on ne serait incapable de faire tout seul. Alors, si vous associez aux compétences techniques la notion et les compétences non techniques, vous comprenez que vous améliorez votre niveau de performance globale. Merci beaucoup, Régis. Est-ce que tu avais d'autres choses sur les compétences non techniques? Je pense que tu avais terminé sur ces éléments-là. Oui, après, je suis disponible s'il y a des questions. N'hésitez pas. D'accord. D'ailleurs, il me semble que est bientôt programmé un futur parcours Galaxy sur les facteurs humains, et donc on pourra retrouver tous ces éléments-là dessus. Donc, on en fera la communication à ce moment-là. Julien, je te laisse reprendre la parole. Oui, merci Antonia. Donc, simplement pour remercier nos 3 orateurs pour leurs excellentes présentations. Et puis, vous dire que vous pouvez revisionner cette émission sur la chaîne de l'ASFAR. Donc, merci à tous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.